Voici le Japon, la troisième plus grande économie du monde et potentiellement l'un des pays ayant un rôle majeur pour prédire à quoi pourrait ressembler l'avenir au cours des 10 prochaines années. Simon Kuznets, économiste lauréat du prix Nobel et homonyme de la courbe de Kuznets, a un jour fait remarquer qu'il existait 4 types d'économies dans le monde: les économies développées, les économies sous-développées, l'Argentine et le Japon. C'était une façon très ironique de dire que ces pays ne suivaient jamais vraiment la sagesse conventionnelle sur la manière dont les économies nationales étaient censées fonctionner. L'Argentine est une histoire à part, mais certains économistes commencent à théoriser sur le fait que le Japon n'est pas du tout un pays inhabituel. Il est simplement en avance sur son temps. Le Japon était autrefois la deuxième plus grande économie du monde, et dans les années 80, on pensait presque inévitable le fait qu'il dépasserait les États-Unis grâce à d'énormes industries d'exportation et à un marché intérieur en développement rapide. Cela peut sembler familier à beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Cependant, depuis son apogée, le pays stagne sans réelle croissance depuis les 3 dernières décennies. Pour lutter contre cette stagnation, le gouvernement japonais a été le premier au monde à mettre en place des mesures économiques qui étaient sans précédent à l'époque, mais qui nous semblent très familières aujourd'hui. Assouplissement quantitatif, taux d'intérêt négatif et déficit budgétaire constant. Malheureusement, rien de tout cela n'a vraiment fonctionné, ce qui pousse certains des plus grands économistes du monde à avoir des discussions intéressantes et potentiellement très préoccupantes. Alors, y a-t-il quelque chose d'unique dans l'économie japonaise qui cause cette stagnation? Ou est-il enfin temps d'admettre que la croissance sans fin dans un monde fini n'est pas viable pour une économie quelconque? Enfin, si le Japon est vraiment en avance sur la courbe, que pouvons-nous apprendre de la stagnation économique, de l'inflation et de l'intervention gouvernementale à partir de l'expérience du pays au cours des 3 dernières décennies? Bien sûr, une fois que nous aurons exploré tout cela, nous pourrons placer le Japon, la troisième plus grande économie du monde, sur le classement de l'économie expliquée. L'histoire de l'économie moderne du Japon commence réellement au milieu des années 1980. À cette époque, le pays s'était entièrement remis des impacts de la Seconde Guerre mondiale et s'était reconstruit en une puissance économique rivalisant avec les États-Unis. Il produisait de tout, des voitures bon marché et fiables aux produits électroniques de pointe. Cela a été rendu possible par une nouvelle poussée mondiale vers le libre-échange, ce qui signifiait que la nation insulaire, pauvre en ressources, pouvait se concentrer sur la fabrication de haute qualité, tout en s'appuyant sur d'autres nations pour les matières premières, la nourriture et tout ce qui serait difficile à produire au Japon. C'est un exemple typique de l'avantage comparatif. Des pays comme l'Amérique sont brillants dans l'agriculture, mais moins bons dans la fabrication d'électronique grand public. Des pays comme le Japon étaient doués pour la fabrication d'électronique grand public, mais moins bons pour l'agriculture. Si les deux pays se concentraient sur ce qu'ils faisaient bien et commerçaient entre eux, cela signifierait plus de nourriture et d'électronique pour tout le monde. Gagnant-gagnant. L'époque était favorable. Une croissance soutenue à 2 chiffres signifiait que la plupart des citoyens japonais avaient vu leur qualité de vie s'améliorer significativement au cours de leur carrière professionnelle. Mais bien sûr, cela n'a pas duré éternellement. Les États-Unis commençaient à s'inquiéter que leur propre industrie manufacturière soit concurrencée par des pays comme l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, en particulier dans l'industrie automobile, qui était et reste encore un secteur très important pour toutes ces nations. La solution normale aurait été d'instaurer des restrictions commerciales. Une imposition d'un tarif sur chaque voiture japonaise et chaque magnétoscope qui arrive sur les côtes américaines, et soudainement les produits américains redeviendraient compétitifs en termes de coûts. Cependant, cela était loin de résoudre le problème. Si l'Amérique imposait des restrictions commerciales au Japon, le Japon ferait probablement de même, ce qui signifierait que les exportateurs américains perdraient des affaires. Cela signifierait également que les citoyens américains et japonais seraient perdants, car ils seraient contraints d'acheter des produits plus chers de fabricants qui auraient été artificiellement protégés de la concurrence mondiale. Il fallait donc trouver un compromis. Ce que les pays ont élaboré, c'est un plan visant à abaisser artificiellement la valeur du dollar américain par rapport aux devises de l'Allemagne de l'Ouest, de la France, du Royaume-Uni et du Japon. Ce plan a été signé par les 5 pays participants en 1985 à l'Hôtel Plaza à New York, d'où son accord, l'accord du Plaza. Si le dollar américain valait moins cher, les citoyens américains auraient moins de pouvoir d'achat pour les produits étrangers, tandis que les citoyens de tous ces autres pays auraient plus de pouvoir d'achat pour les biens américains. Cela rendrait les fabricants américains plus compétitifs à l'échelle mondiale et nationale. Pas une mauvaise affaire pour les Américains.
Mais pourquoi diable le Japon, un pays fortement dépendant des exportations, accepterait-il quelque chose comme ça? Eh bien, la première raison est qu'il n'avait peut-être pas eu beaucoup le choix. Si le Japon n'avait pas accepté cet accord, le lobbying des fabricants américains aurait probablement forcé le gouvernement des États-Unis à imposer des tarifs douaniers sur les importations japonaises. Cela aurait été pire pour les entreprises japonaises qu'une simple modification des taux de change. Cela aurait également été pire pour le Japon dans son ensemble. Certes, ils exportaient plus vers l'Amérique qu'ils n'importaient, mais l'Amérique ne comptait sur eux que pour des voitures bon marché et des systèmes de cinéma maison sophistiqués. En revanche, le Japon dépendait de l'Amérique pour la nourriture et de nombreuses matières premières nécessaires à la fabrication de tous les produits qu'ils exportaient en premier lieu. Pour cette raison, l'accord du Plaza était principalement considéré comme gagnant-gagnant. L'Amérique obtenait une industrie manufacturière plus compétitive et le Japon obtenait des produits moins chers. Lorsque le yen japonais s'est apprécié, le Japon a pu faire des emplettes, car sa nouvelle monnaie était plus forte. Les citoyens de la nation ont acheté de tout, des vacances américaines aux entreprises américaines. Le Japon avait travaillé dur en tant qu'atelier industriel pendant 4 décennies et s'en était bien sorti, mais l'accord du Plaza l'a rendu riche. En l'espace de 3 ans, la valeur relative de l'argent des Japonais avait plus que doublé. À la fin des années 1980, Tokyo était la capitale mondiale du travail, de l'argent et du jeu. Jordan Belfort n'arrivait pas à la cheville des hommes d'affaires japonais qui dépensaient sans compter. Rien qu'en 1989, 50 milliards de dollars, soit l'équivalent de 113 milliards de dollars aujourd'hui, ont été imputés aux notes de frais des entreprises à Tokyo. Outre les fêtes folles, cela a eu des impacts très concrets sur l'économie. L'immobilier dans les centres-villes a explosé en valeur à un point qui n'avait jamais été vu auparavant et qui n'a jamais été vu depuis. Si vous posiez un billet de 100 $ par terre à Ginza à la fin des années 1980, la superficie couverte par le billet valait plus que le billet lui-même. Et encore une fois, c'est en dollars de 1989. Pour jeter de l'huile sur le feu, la Banque centrale japonaise a réduit les taux d'intérêt à titre préventif afin d'atténuer l'impact des pertes d'exportation. Au lieu de cela, cet argent moins cher a été principalement utilisé pour spéculer sur le marché boursier et dans l'immobilier. Cela nous semble ridicule avec le recul, mais beaucoup de gens croyaient sincèrement que Tokyo allait devenir le nouveau centre du monde, et si les choses s'étaient passées différemment, ils n'auraient peut-être pas eu tort. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, le boom des années 1980 n'a pas duré éternellement. Au lieu de cela, il a marqué le début de la stagnation. L'effondrement du marché immobilier et boursier du début des années 90 a mis le Japon dans une position très difficile. Ces banques couraient désormais le risque de voir les gens faire défaut sur des maisons qui ne valaient qu'une fraction du prix de l'hypothèque. Le même problème se posait également pour les entreprises au Japon. Les gens venaient de voir leur valeur nette disparaître du jour au lendemain et, dans de nombreux cas, étaient encore confrontés aux dettes accablantes qui avaient servi à alimenter l'extravagance en premier lieu. La culture de la consommation est rapidement passée de l'extravagance débauchée à la frugalité modeste, ce qui a entraîné une chute des dépenses des consommateurs. À mesure que la demande de biens diminuait, leurs prix baissaient également. La réduction du niveau général des prix des biens et services s'appelle la déflation. Vous pourriez penser que cela semble être une bonne chose, mais la plupart des économistes ont en réalité plus peur de la déflation que de l'inflation, et le Japon allait bientôt découvrir pourquoi. À mesure que les prix baissaient, les entreprises gagnaient moins d'argent en vendant leurs produits. Moins d'argent provenant des ventes signifiait que les entreprises devaient attendre pour accorder des augmentations de salaire, voire réduire leurs effectifs, réduisant ainsi les revenus des ménages, ce qui signifiait que les gens avaient moins d'argent pour acheter des choses, réduisant ainsi la demande, ce qui réduisait les prix. C'est un cercle vicieux difficile à combattre. Pour aggraver les choses, à mesure que la valeur relative du yen augmentait, les dettes libellées dans cette devise augmentaient également. Si vous aviez contracté un prêt d'1 million de dollars pour acheter une maison, et que la déflation faisait passer ce million de dollars à 2 fois sa valeur d'origine, vous auriez beaucoup de mal à rembourser. La Banque centrale du Japon a tenté de lutter contre cela en abaissant les taux d'intérêt. Mais cela a eu très peu d'effet. Les économistes appellent les années 1990 au Japon la décennie perdue. Mais cela ne signifie pas que les 2 décennies suivantes ont été meilleures. Au moment où les années 2000 ont commencé, le Japon s'était un peu remis de la gueule de bois de la dette, mais il était alors confronté à une nouvelle pression à la baisse, celle de la Chine. Pendant longtemps, le Japon était le lieu de prédilection pour la fabrication de masse à bas coût,
un rôle qui lui servait encore bien malgré l'accord Plaza et le ralentissement des années 1990. Mais à mesure que la Chine s'ouvrait au commerce, le Japon réalisait rapidement qu'il ne pouvait plus rivaliser en termes de prix ou de quantité sur les marchés internationaux. C'est à cette époque que le Japon a également commencé à réaliser que sa jeune population productive des années 1980 vieillissait et prenait sa retraite. Cela a pesé sur les travailleurs plus jeunes et sur les programmes sociaux destinés à prendre en charge les personnes qui ne contribuaient plus à l'économie qui les soutenait. Ce problème d'une population vieillissante n'est pas propre au Japon. La plupart des pays développés ont un taux de natalité inférieur à 2 enfants par femme, ce qui signifie que leur population vieillisse avec le temps. Cela étant dit, ce problème est plus prononcé au Japon. Cela s'explique par le fait que les Japonais vivent vraiment longtemps, mais aussi parce qu'il y a eu une hésitation culturelle à recourir à l'immigration pour rajeunir la main-d'œuvre, comme c'est le cas dans la plupart des autres économies avancées. Pendant tout ce temps, la Banque centrale japonaise a abaissé les taux d'intérêt à maintes reprises pour tenter de lutter contre ces problèmes et relancer l'économie. Mais malheureusement, cela a eu très peu d'impact. Face à cette situation, la Banque centrale s'est mise à essayer désespérément de nouvelles stratégies pour stimuler l'économie et ramener l'inflation du bon côté de la courbe négative. Le plus grand outil qu'ils avaient à leur disposition était l'assouplissement quantitatif, un terme avec lequel nous sommes tous trop familiers de nos jours, mais qui était considéré comme très radical lorsque le Japon l'a utilisé pour la première fois. L'assouplissement quantitatif implique qu'une banque centrale crée de la monnaie puis utilise cette nouvelle monnaie pour acheter des actifs sur le marché ouvert. Normalement, ce sont des obligations gouvernementales, mais dans le cas du Japon, la banque centrale a acheté à peu près tout ce qu'elle pouvait obtenir. Des obligations gouvernementales, des obligations d'entreprise et même des actions. Aujourd'hui, la Banque du Japon est le plus grand détenteur unique d'actions d'entreprises japonaises. L'idée de ce plan est de mettre de l'argent directement entre les mains de ceux qui vendent ces actifs. Si la banque achète des obligations gouvernementales, elle donne de l'argent au gouvernement pour qu'il le dépense dans la construction de routes ou les programmes sociaux. Si la banque achète des obligations d'entreprise, elle donne de l'argent aux entreprises pour construire de nouvelles usines et bureaux. Et si la banque achète des actions, elle pourrait bien donner de l'argent directement aux consommateurs ordinaires pour qu'ils le dépensent dans l'économie. Alors, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné ? Malgré les taux d'intérêt bas et l'assouplissement quantitatif massif au cours des 2 dernières décennies, l'inflation au Japon est restée obstinément basse, avoisinant les 0%. Certains économistes considèrent cela comme quelque chose qui devrait nous rassurer. Si des taux d'intérêt bas durables et un assouplissement quantitatif n'ont pas provoqué d'inflation au Japon, il est donc peu probable qu'ils provoquent une hyperinflation dans nos propres économies. Donc, est-ce une attente raisonnable ou le Japon est-il spécial ? Il y a quelques raisons de penser que la situation du Japon pourrait être différente de ce qui se passe actuellement dans le monde. La première est l'échelle de temps. Les États-Unis ont mené un assouplissement quantitatif massif au cours des 2 dernières années, plutôt que des 3 dernières décennies. La répartition des injections de liquidités signifie que les participants à une économie ont plus de temps pour réagir. Doubler la masse monétaire sur 20 ans n'est pas une grosse affaire. Doubler la masse monétaire sur 2 ans pourrait l'être. La deuxième grande différence réside dans l'offre dans l'économie. Mis à part une population vieillissante, il n'y a pas de différence majeure entre la capacité productive du Japon actuel et sa capacité d'il y a 3 décennies. Si une économie a 5 $ et 5 miches de pain, alors chacune de ces miches devrait coûter 1 $. Si cette économie a soudainement 100 miches de pain et 100 $, alors chacune de ces miches de pain devrait toujours coûter 1 $. Bien sûr, cela ne tient pas compte de divers facteurs tels que l'élasticité de la demande pour le pain, la concurrence avec d'autres produits que le pain et la tolérance au gluten de la population, mais vous avez l'idée de base. Si la masse monétaire augmente et que l'offre globale augmente également, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que les prix augmentent. En revanche, l'offre a été fortement affectée dans la plupart des pays du monde. Aujourd'hui, les listes d'attente et les rayons vides des épiceries sont des phénomènes que nous ne connaissons que trop bien. La troisième grande raison est quelque chose de beaucoup plus difficile à comprendre pour les économistes, et c'est la culture professionnelle et de consommation du Japon. Demander une augmentation au Japon est incroyablement tabou, et étant donné que la main-d'œuvre vieillit, il est également plus difficile d'obtenir une promotion ou de changer d'emploi pour un meilleur salaire, car l'échelle hiérarchique des entreprises est occupée par des personnes qui travaillent pour leur entreprise depuis des décennies.
Cela signifie que les revenus disponibles sont restés presque totalement stagnants depuis les années 90. Comparez cela aux États-Unis, où les travailleurs sont beaucoup plus actifs pour demander des augmentations, des promotions et de nouvelles opportunités d'emploi. Et vous pouvez voir que le revenu personnel disponible a augmenté de manière spectaculaire sur la même période. Une petite note en passant. La saccade sur le graphique est due au fait que le Japon collecte ces données trimestriellement, ce qui les rend sujettes à des fluctuations saisonnières liées aux vacances et aux périodes de bonus, tandis que les États-Unis collectent ces données annuellement, ce qui lisse ces pics. De l'autre revers de la médaille, les consommateurs japonais sont incroyablement soucieux des coûts et exigent des prix stables. Les entreprises japonaises ont été connues pour avoir diffusé des publicités pour s'excuser formellement d'avoir augmenté leur prix ne serait-ce que de 10 yens, l'équivalent d'environ 10 cents. Le même genre d'approche prudente en matière de finances se répercute également dans le monde des affaires. Lorsque les entreprises américaines reçoivent une injection importante d'argent, la première chose à laquelle elles pensent est de déterminer comment le réinvestir dans l'entreprise. En revanche, les entreprises japonaises ont historiquement préféré rendre cet argent à leurs investisseurs, ce qui doit être vraiment ennuyeux pour la Banque centrale japonaise, étant donné qu'elle est le plus gros investisseur de ces entreprises et qu'elle essaie vraiment de leur donner de l'argent. Ironiquement, l'attente d'une inflation peut provoquer de l'inflation. Si les gens s'attendent à ce que les prix et les salaires augmentent, ils accepteront des prix plus élevés au supermarché et demanderont une augmentation chaque année. Si cette attente n'est pas présente, alors ils seront mécontents des hausses de prix et satisfaits des salaires stagnants. L'économie du Japon est d'une complexité infinie. C'est pourquoi c'était l'un des premiers pays que j'ai exploré sur cette chaîne. Et c'est aussi pourquoi certains des plus grands économistes du monde sont totalement déconcertés par son comportement. Nous pouvons apprendre beaucoup du Japon, et c'est un excellent exemple de la création monétaire ne conduisant pas nécessairement à l'inflation. Mais nous devons aussi respecter ces différences tant que nous tirons des conclusions de ces similitudes. Maintenant, il est temps de placer le Japon, la troisième plus grande économie du monde, sur le classement de l'économie expliquée. Commençons comme toujours par la taille. Le Japon a un PIB légèrement inférieur à 5 billions de dollars américains, ce qui est impressionnant en soi, mais encore plus lorsque l'on considère que ce chiffre est maintenu depuis près de 30 ans maintenant. Quoi qu'il en soit, il obtient un 9 sur 10. Le PIB par habitant est également très élevé, à un peu plus de 40 000 dollars américains par personne. Cela en fait une économie avancée solide. Mais elle reste derrière des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Il obtient donc un 8 sur 10. La croissance a été notoirement faible, l'économie du pays n'ayant vraiment pas connu de croissance constante depuis les années 90. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne régresse pas non plus, donc elle obtient un 2 sur 10. La stabilité et la confiance sont très fortes. C'est un pays stable, démocratique et diversifié, avec une monnaie solide et de bonnes relations internationales. Il obtient un 9 sur 10. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, que peut-on dire? Le Japon fabrique de tout, des voitures de classe mondiale à certaines des franchises médiatiques les plus précieuses au monde. Le Japon obtient facilement un 10 sur 10. Dans l'ensemble, cela donne au Japon une note moyenne de 7,6 sur 10, ce qui le place en deuxième position sur le classement de l'économie expliquée. Bravo le Japon!